Ça déménage, saison 1, épisode 2. Le podcast qui aide les seniors à changer de domicile. Écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Ce podcast est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Essonne, de Paris et du Val d'Oise. Alternative à l'EHPAD, l'accueil familial, c'est actuellement 18 000 places en France destinées à des seniors ne souhaitant ou ne pouvant plus vivre seuls à leur domicile. À travers les témoignages de Claire, accueillie, Raymond, accueillant, et Clément de la structure 7 familles, nous vous proposons de découvrir ce mode d'hébergement qui met le lien humain au cœur du projet. Raymond est accueillant familial depuis 11 ans, après 32 ans passés en milieu hospitalier avant de devenir accueillant. Un vrai choix de vie pour lui, mais aussi pour son épouse et ses enfants. Quelles ont été les motivations de Raymond ? Quelles sont les qualités et formations nécessaires pour devenir accueillant familial ? Comment se passe le lien avec les accueillis et leurs familles ? Ce témoignage vous plonge dans le quotidien d'une famille d'accueil, une solution d'hébergement encore mal connue des seniors en perte d'autonomie et de leurs aidants. Est-ce que vous pourriez vous présenter en me donnant votre prénom et votre métier ? Alors, mon métier actuel. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, Raymond, c'est mon prénom. Mon métier, c'est famille d'accueil. C'est un métier que je pratique depuis 11 ans maintenant. Après avoir fait 32 ans dans un milieu hospitalier. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'accueil familial et de devenir accueillant familial ? Alors, j'ai choisi ce métier parce qu'il y a très longtemps, en faisant du domicile, avec un service de soins donc à domicile, j'ai eu à prendre en charge des pensionnaires dans une maison d'accueil. Mais c'est vrai, il y a très longtemps, et à ce moment-là, c'était un métier qui n'était pas très structuré. Et il y avait bien une quinzaine de lits chez un particulier. Et dans le cadre du SIAD, on faisait des interventions d'hygiène, des soins infirmiers compris. Et ça m'est venu, je me suis dit, je ferai ça plus tard quand je serai à la retraite. Parce que ça m'avait vraiment beaucoup plu, c'était un fonctionnement sympa, l'environnement était bien. Donc ça m'a, voilà. L'idée de départ, effectivement, vient de là. D'après vous, est-ce qu'il y a des qualités particulières à avoir si on veut se lancer dans ce métier ? Particulière sur le plan humain, je pense qu'il faut être dans l'empathie, parce que les gens qu'on accueille, souvent, ils sont éloignés des leurs, et ils ont besoin, en fait, d'une bouée, en fait, quand on est un petit peu leur bouée de secours, leur nouveau repère, c'est nous. Et il faut être attentif, à l'écoute, et puis encore une fois, oui, savoir les écouter, parce que souvent il y a des messages qu'il faut plus ou moins, effectivement, on peut pas à chaque fois être comment dirais-je, il faut savoir être objectif. Il y a un moment où il faut dire oui, et puis il y a un moment où il faut savoir dire non. Et souvent c'est pour qu'ils soient mieux. Que si, par exemple, quelqu'un n'a pas envie de manger toute seule, mais si vous lui dites oui tout de suite, mais vous le faites, c'est pratique pour vous, mais pour elle, elle peut très vite perdre son autonomie, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Comment ça se passe concrètement, la cohabitation entre votre famille et les personnes accueillies ? Alors, dès le début, quand j'ai commencé à travailler, Garance, par exemple, qui avait 8 ans, et ce sont des enfants, ils sont 2 à la maison, qui sont très tactiles, très proches, ils vous phagocytent facilement. Et il a fallu très tôt leur apprendre que c'était ni la grand-mère ni le grand-père, mais c'était quelqu'un qu'on accueillait à la maison, qu'il fallait les respecter, et ainsi de suite. Mais c'était pas ni la grand-mère ni le grand-père. Bon, ça a été facile. J'ai pas eu de difficultés particulières avec les enfants. Ils sont très corrects. On passe des moments ensemble, puisque tous les dîners sont pris en commun. Le week-end, les repas sont en commun. En semaine moins, puisqu'ils sont scolarisés. Mais ils ont appris effectivement à garder une certaine distance. J'ai voulu les protéger. Et aussi protéger les gens qu'on accueille, parce que
très vite, on peut se laisser envahir par des sentiments qui n'ont pas forcément leur place dans le cadre de cette activité. Parce que ça peut, effectivement, Garance, ou Matisse, un décès, ça peut être laisser les traces. Alors que s'il y a une certaine barrière installée, voilà, c'est quand même plus facilement gérable. Et je pense qu'il est hyper important c'est pas une barrière, hein, j'appelle pas ça, je dirais pas une barrière, mais rester à sa place, c'est pas ça le mot exact, mais il faut quand même se protéger, on va dire. Tout à fait. Et protéger les deux, hein, et les personnes accueillies, et aussi l'environnement, l'entourage. Bien sûr. Pour vous, quels sont les avantages de l'accueil familial par rapport à un EHPAD, par exemple? J'ai envie de dire, je suis pas certain qu'il y ait plus un avantage dans une institution plus que dans l'autre, mais disons, ici, c'est par exemple, comme je le disais tout à l'heure, mais les pensionnaires peuvent se réveiller plus ou moins à l'heure dont elles ont envie. Donc, effectivement, c'est entre 8h30 et 9h. Le dimanche, des fois, le petit déjeuner, c'est 9h30. Parce qu'elles dorment, parce qu'elles ont... Voilà. Donc, et je ne pense pas qu'en EHPAD, on puisse avoir une prise en charge par l'ampleur de la tâche qu'elles ont. Même si ici, en famille d'accueil, il y a quand même 3 pensionnaires à prendre en charge. Mais dans le cas d'un EHPAD, c'est pas tout à fait il y a ses avantages et ses inconvénients. Mais je vous cite celui-ci parce que c'est celui qui me vient à l'esprit. Petit déjeuner, les filles, le dimanche, 9h30, 10h, quand elles sont réveillées, des fois, je me fais gronder parce que je dors encore. Voilà. Bon, c'est peut-être cet avantage-là. Et puis, c'est vrai que c'est quand même une prise en charge plus individualisée. Il y a des problèmes de régime auxquels on peut faire très attention. Les familles sont accueillies quasiment tous les jours de la semaine à partir de 14h30, par exemple. Parce qu'il y a le matin, c'est les soins. Mais il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Il y a un fonctionnement plus ou moins identique, hein, qu'il y a un médecin qui les prend en charge, il y a un service de soins pour les soins, il y a le kiné qui vient en cas de besoin, il y a la pédicure qu'il suffit d'appeler, le coiffeur qui peut venir à la demande. Donc elles ont aussi un certain confort de fonctionnement. J'ai de la chance aussi d'être bien entouré. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Parfaitement. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas, ou la famille d'accueil n'est pas forcément adaptée? Alors, je pense que tout ce qui est les maladies cognitives, hein, comme la maladie d'Alzheimer, jusqu'à un certain stade, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas faire. C'est comme la pédiatrie, je ne sais pas faire. J'ai fait une fois, j'ai fait une grosse bourde, j'ai demandé que j'en fasse plus. Et je pense que c'est une spécialité, il faut savoir le faire. Cette pathologie, cette maladie, il faut savoir la gérer. Et je ne suis pas certain, je parle pour moi, hein, je ne suis pas certain de savoir le faire. Donc, tant que possible, j'évite effectivement d'accueillir les gens qu'on me propose avec ce type de pathologie. Mais c'est quasiment le seul obstacle qui pourrait me gêner au niveau handicap moteur. Ça me cause pas de soucis, on peut s'adapter, voilà. Mais c'est vrai que tout ce qui est maladie cognitive assez grave, je ne saurais pas faire. Oui, parce que votre logement, vous l'avez entièrement adapté pour pouvoir recevoir des personnes en fauteuil ou... Tout à fait, oui, les chambres sont vraiment très grandes, les lits sont des lits forcément médicalisés, la salle de bain est adaptée avec la possibilité d'un fauteuil sous le lavabo, c'est important pour la toilette des gens. Les douches, c'est une douche comme on dit, à l'italienne, avec un accès facile au fauteuil roulant sans marche. Donc c'est au niveau moteur, il n'y a pas de souci. Le passage au niveau des portes sont réglementaires aussi parce qu'il y a un contrôle du département, hein, pour vous donner l'agrément. Hein, il y a un passage, du service de pompiers, hein, qui passe contrôler si les logements que vous proposez sont adaptés à la fonction d'accueillement familial. D'accord, oui, donc ça a été réfléchi, contrôlé, agréé. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, bien, on ne peut pas travailler sans l'agrément du département. Ça, c'est
Oui, ça c'était obligatoire. Hein. Il y a des formations. Il y en a 3 par an. Hein. Ça dépend des thèmes. Il y a des thèmes, pardon, qui peuvent varier de la sécurité, la manipulation, la gestion administrative, les gestes d'urgence. Donc chaque année, il y a 3 thèmes au choix et on choisit un thème. Même des fois, on revoit certains thèmes. Parce que c'est au niveau, par exemple, de la prise en charge de la sécurité, il y a des choses qui évoluent, donc on a des formations donc au nombre de 3 par an, qui sont obligatoires normalement. Voilà. D'accord. Comment est-ce que ça se passe avec les familles, avec les proches des résidents? Comment vous gérez ça? Alors, ça c'est facile en fait. Pour moi c'est très facile, parce que très tôt, il y a des limites forcément à instaurer pour que les choses fonctionnent. Personnellement, je garde toujours un vouvoiement, même si au bout de plusieurs années, on arrive à être un petit peu, avoir des rapports plus conviviaux avec les familles, mais je garde toujours le vouvoiement et quand ils sont là avec les leurs, je les laisse un espace où ils se retrouvent. Par contre, depuis 10 ans, donc j'ai eu effectivement pas mal de familles. Et c'est après le départ, quelle que soit la raison, j'ai toujours un contact avec les différentes familles. Il y en a à qui on se voit une fois par an, ou peut-être 2 fois par an, mais il y a toujours un contact. Ou alors, qui sont pas devenus des amis, mais des gens avec lesquels on peut échanger, prendre des nouvelles. Des fois, il y en a qui sont partis sur Nevers, enfin, là, ils habitaient sur Nevers, et donc une fois ils montent sur Paris, ils viennent déjeuner avec nous. Donc on garde des contacts comme ça. Mais c'est vrai que les contacts sont plus faciles après que pendant, parce que pendant, c'est plus facile de dire non. Par exemple, des fois, je demande toujours à ce qu'on me prévienne minimum 24 heures à l'avance pour les visites, de sorte que je n'accueille pas les 3 familles en même temps. Donc, des fois, il y avait certaines familles, c'était un petit peu plus compliqué pour eux d'accepter de prévenir avant. Mais je leur explique que j'ai rien à cacher, c'est simplement pour un problème d'organisation. Et si vous n'avez pas une certaine rigueur, si vous ne mettez pas une certaine distance, c'est beaucoup plus compliqué de demander les choses qui sont très simples, hein, mais que les gens ne comprennent pas toujours, parce que pour eux, ils payent, donc ils peuvent venir quand ils veulent. Voilà. Donc, mais c'est vrai que personnellement, avec les familles, sauf une famille qui était un petit peu compliquée, mais autrement, au bout de 11 ans, franchement, avec les familles, ça s'est très très bien passé, unanimement. Ouais. Ouais. Sauf effectivement un cas, mais bon, heureusement, je vais dire, ça peut pas rouler. Voilà. Oui, parce que c'est toujours effectivement délicat de confier son parent, son proche à quelqu'un d'extérieur, c'est pas évident. Oui, mais comme je leur dis, d'ailleurs quand ils ramènent souvent pour la première fois, je leur demande de partir très vite, voilà, et de nous faire confiance en fait. Et souvent c'est ce qui se passe, hein. Et je pense que c'est mieux pour la personne qui arrive, hein, si les leurs restent encore là, voilà, ils sont encore là. Alors que on tranche vraiment, je leur dis, il faut nous faire confiance, on fera au mieux. Si ça fonctionne pas, vous le saurez, et puis voilà. Mais en général, ça se passe, voilà, en général, ça se passe bien. Oui, et puis il y a même des amitiés qui se créent parmi vos accueillis, parmi les personnes que vous accueillez. Oui, tout à fait. C'est ça, Ah oui, aussi, le fait de déjeuner ensemble, d'échanger ensemble, de jouer des fois ensemble aux cartes ou certaines choses. Il y a un échange des journaux. Ah oui, tout à fait. Oui. Avec celles, bon, il y en a effectivement qui sont un petit peu au niveau cognitif des fois un peu moins bien, ou alors souvent il y a le problème de la surdité qui est souvent un obstacle. Les gens n'aiment pas on peut porter d'appareil auditif, hein, ça les gêne plus qu'autre chose. Donc des fois une fois aussi une petite dame qui ne voyait pas, donc c'est compliqué sous certains aspects, mais si elle ne voit pas, ils entendent, donc on peut échanger. Voilà. Non, mais il se lie effectivement des amitiés, en tout cas de bons rapports entre, oui, tout à fait, entre les pensionnaires, bien sûr. Et puis bon, je fais en sorte qu'il en soit ainsi aussi. Oui, c'est important. Et on parlait justement sur cette sélection de vos pensionnaires. C'est aussi lié au fait que vous voulez qu'il y ait une bonne homogénéité. Tout à fait. Voilà, c'est vrai. C'est qu'effectivement, si vous avez des gens les gens n'ont pas forcément la même culture, la même éducation, les mêmes rapports avec l'autre, mais au moins qu'il y ait un échange.
voilà, qui puissent échanger, et, pour de n'importe quoi, voilà, mais au moins qu'il puisse avoir un échange, qui soit pas forcément du même milieu. J'avais une personne ici à côté, c'était pas du tout le même niveau intellectuel, mais quand même il y avait un échange. Elle trouvait franchement un terrain où échanger à propos de différentes choses, hein, la couture ou le tricot, des choses comme ça, pas besoin de sortir, voilà. Et il y a des choses comme ça qui permettent effectivement de lier, un contact avec l'autre. Et c'était, à la limite, c'était pas tout le temps. C'était pas, je pense qu'à 90 ans, j'ai l'impression qu'elles ont besoin, en fin de compte, de se retrouver, de se poser, d'être bien, un moment dans la sieste. Ici, souvent, hein, après le déjeuner, on sort de table très tard, hein, et 14h30, tout le monde, c'est la sieste, quoi. Elles ont besoin de ce moment où, pouf, là, elles ont eu les soins le matin, les aides-soignantes, les infirmières, le déjeuner, et 14h30 en général, elles ont besoin, pouf, de se retrouver chez elles, et puis après, dans l'après-midi, effectivement, après la sieste, elles trouvent le moyen elles peuvent échanger. Oui. Et c'est pas toujours, en plus, je trouve qu'elles sont quand même assez autonomes dans ce qu'elles ont envie de faire. Il y en a une qui lit beaucoup, qui écoute beaucoup de la musique classique. Il y en a une autre, c'est un peu de couture, du dessin, des choses comme ça. Mais elles aiment bien se retrouver dans le calme. Effectivement, des fois, elles me disent, mais ici, il n'y a personne. Mais si, il y a du monde, mais c'est calme. Oui. Puis des fois, c'est bouillant, parce que des fois, quand Garance, elle prend de la place à table. Garance. Donc, vous avez maximum 3 pensionnaires, c'est ça? Toujours, voilà. Ouais. L'agrément, maintenant, ce sont des agréments pour 3 accueillis. D'accord. Tout à fait. Oui, donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui permette une bonne cohésion entre toutes les personnes de la famille. Et, oui, parce que davantage, ça serait compliqué, hein, parce que j'ai de la chance, je suis super bien entouré, j'ai un service de soins qui intervient, j'ai, par exemple, la grand-mère qui fait toujours le repas du soir, donc je suis bien aidé, mais il y a certaines de mes collègues qui n'ont pas la chance d'avoir un entourage présent et qui sont obligés de quasiment tout assumer. Donc, si vous en avez plus de 3, ça peut être relativement lourd. Bien sûr. Hein, je sais pas, moi, j'ai de la chance, moi, je suis bien aidé, je suis bien entouré. Au niveau des points forts et des points faibles d'un tel accueil, est-ce que vous avez des idées de choses qui vous semblent vraiment, qui pourraient convaincre, en fait, les personnes, et puis d'autres choses qui sont un peu plus difficiles, peut-être? Écoutez, le fait déjà de vivre en famille, déjà, ça porte son nom, hein, famille d'accueil, et d'avoir toujours quelqu'un auprès de vous. Parce que c'est vrai, dans les EHPAD, c'est comme ça le fonctionnement. Même si elles sont en nombre, elles ne peuvent pas être là il y a un nombre trop important de personnes qu'ils ont en charge. Alors qu'ici, effectivement, il y en a 2 ou 3, et elles ont besoin de quelque chose, elles viennent me voir, elles ont envie de bavarder, elles viennent me retrouver à la cuisine pendant que je cuisine. Il y a un rapport, un échange avec les enfants, avec l'environnement. Et je pense que c'est peut-être moins isolé aussi. Ça, voilà. J'avoue que je ne peux pas dire que c'est mieux que l'EHPAD. C'est pas du tout ce que je dirais, mais c'est une prise en charge différente. Je pense qu'elle est un petit peu plus individualisée quand même. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à des familles qui se posent des questions aujourd'hui, et les personnes âgées aussi, qui hésitent et qui doutent sur ce changement, qui est un grand changement quand même? Oui, c'est vrai que j'imagine que pour quelqu'un de plus de 80 ans, que vous dites que vous allez aller habiter chez quelqu'un, ce n'est pas simple. Et puis il y a un problème de génération aussi. Il y a 80 ans, 90 ans, on vivait avec les siens. Voilà, alors que là, vous leur proposez d'aller chez quelqu'un qui ne connaît pas de repères. Alors qu'en fin de compte, on s'y adapte très très bien. Souvent, les gens qui choisissent de faire ce métier, c'est parce qu'ils ont quelque chose à proposer, un environnement, un sourire, un accueil, des choses comme ça. Donc, la maison de retraite, c'est effectivement, c'est plus professionnalisé, si vous voulez, même pas sûr, mais bon, il y a quand même une prise en charge, il y a un médecin, voilà. Ici aussi, on peut avoir un médecin, on peut avoir une infirmière, on peut être suivi comme dans un EHPAD, mais c'est vrai que c'est individualisé. Si vous avez besoin du médecin, on l'appelle et il vient. Voilà, donc oui, je pense que qu'il faut pas. C'est nouveau, si vous voulez, parce que nouveau sans vraiment l'être. Hein. On va dire que c'est plutôt méconnu,
Mais c'est une solution, c'est une belle alternative en tout cas. Je ne dis pas que c'est mieux que la maison que l'EHPAD, je dis que c'est différent et que c'est une belle alternative. Un grand merci à Raymond pour son témoignage. Et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne, de Paris et du Val d'Oise pour leur soutien. À bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Ça déménage.